Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien? OK, très, très bien. Alors moi, je m'appelle Rima Krash, je suis, psychologue clinicienne. Je préfère qu'on fasse un petit tour de table comme ça, chacun se présente, quel âge vous avez, qu'est-ce que vous faites en ce moment, ce que vous connaissez sur la psychologie, par exemple. Si vous avez un tout petit message, ce que vous savez sur, la thématique, qu'on va faire aujourd'hui, sachant qu'on parle de la résilience et comment booster la résilience et ensuite je vous ferai une présentation rapide de ce qu'on va voir aujourd'hui. Qui veut commencer? On va faire, par ordre, donc j'ai Firdaus en premier. Bonjour Bonjour. madame. Bonjour. Je suis Firdaus Boualia. Mmh. J'ai 24 ans. Mmh. Je suis titulaire d'un bac plus 3, DUT en génie des procédés et licence professionnelle en génie des procédés, industrie chimique. C'est ça. Très bien et vous a 23 ans, c'est ça? 24 ans. 24 ans. OK, très bien, merci beaucoup Firdaus. Ensuite, Merci madame. Nadia? Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Nadia Abdelrazek. J'ai 24 ans aussi et j'ai une licence professionnelle chargée de clientèle assurance banque. Et voilà. Merci. Merci. Alors ensuite, Fatem Zahra Ahiri? Je pense pas qu'elle est ah, Bonjour, est-ce que vous bonjour. m'entendez? Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très, très bien. Ah oui, je suis Fatem Zahra, j'ai 28 ans, j'ai un master en ingénierie et management de la qualité et je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Pareil, de même. Merci beaucoup Fatem Zahra. Ensuite, Wissal? Bon, le temps qu'elle arrive, Etmen, Douye? Il est parti. Alors, on a Mohamed El Hadj. Si Wissal ou Mohamed sont là, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Non, Mehdi? Mehdi Qazi? Je ne sais pas si on m'entend bien. Très bien. Mehdi, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Je vois sur le chat qu'il y a une réaction. Ou sinon, Mehdi Tarboussi. Il nous reste 2 personnes. Très, très rapidement, juste une présentation. Vous avez quel âge? Ce que vous faites? Un des 2 Mehdi.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Mehdi Parboussi, j'ai 25 ans. Je suis titulaire d'un diplôme de technicien spécialisé en méthode de fabrication mécanique. On ne vous entend pas très bien. Tu m'entends pas? Oui, maintenant, oui. Je suis Mehdi Parboussi, j'ai 25 ans et je suis titulaire d'un diplôme de technicien spécialisé en méthode de fabrication mécanique. Très, très bien. OK. Et Taqi Rachid, si vous êtes là? Bonjour à tous, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être avec vous. Donc, c'est Taqi Rachid, âgé de 28 ans, titulaire des licences en économie et gestion. Après, j'ai fait, je ne sais pas, est-ce qu'il est une erreur, j'ai fait un master en droit public. Donc, cela reflète une rupture dans ma carrière universitaire et professionnelle, car je n'ai pas trouvé, ou bien je n'ai pas arrivé à tracer ma carrière. Est-ce que je reste en économie ou bien en droit public? Donc, c'est tout. OK. Économie et droit public. Oui. D'accord. Merci beaucoup pour les présentations. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions ou s'il y a une réaction. Alors, moi, j'ai une question à vous poser au tout début. Est-ce que vous préférez qu'on fasse tout ce séminaire, ce webinaire en français ou en Darija ou les deux de temps en temps? Qu'est-ce que vous préférez? Vous pouvez réagir par commentaire aussi. Les deux, OK. Très bien. Alors, on va parler aujourd'hui d'un concept qui est très connu en psychologie, qui s'appelle la résilience, l'arbia al-muruna al-nafsiya, c'est-à-dire le fait que parfois, on peut faire face à des obstacles, on peut vivre des choses qui sont très difficiles, mais comment rebondir après ça? Et on a commencé à étudier ce concept principalement chez les soldats, مثلا شي واحد اللي كيمشي للحرب يقدروا يكونوا جوج خوت de la même famille, كانت عندهم la même éducation, واحد غيجي فرحان parce qu'il a défendu son pays, et l'autre qui peut avoir des problèmes de santé mentale, du stress post-traumatique ou des cauchemars. Et ce qui fait la différence entre ces deux personnes, مثلا, هي المرونة النفسية, c'est-à-dire comment on perçoit quelque part les obstacles qu'on va vivre et quelle est la manière avec laquelle on va réagir, le sens qu'on va donner aux difficultés qu'on va vivre, à l'échec parfois. Et je pense que pour vous tous, étant donné que vous êtes dans une période qui est assez sensible de la vie, où on est à la recherche d'emploi, où il faut se présenter, parfois on peut faire face à des échecs, mais pas parce que nous, on est des personnes qui ne sommes pas assez bien, pas parce qu'on est incompétent, mais parce que parfois on ne va pas plaire à tout le monde et c'est OK. Donc, comment dépasser ça pour ne pas faire de cet échec quelque chose qui va vous décourager? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la résilience ou c'est la première fois? Quelqu'un au hasard, Firdaus par exemple? C'est la première fois. C'est la première fois, OK. Donc, je vais vous partager l'écran, comme ça on fait la présentation. Hop. Voilà. Alors, si vous arrivez à voir, quelqu'un peut me dire oui au micro? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Très, très bien. Parfait. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment booster la résilience face aux obstacles. Comme je vous ai expliqué, c'est un concept très, très connu en psychologie, même si vous voulez faire des lectures par la suite, ça va être Boris Cyrulnik, c'est un psychologue très connu qui en parle énormément. Parce que lui-même a vécu justement la Seconde Guerre mondiale où il a vécu des traumatismes, étant donné qu'il était petit à ce moment-là, et il a pu le dépasser, faire des études de médecine et pouvoir travailler sur ce concept. Donc, dans cette présentation, on va voir c'est quoi la résilience, comment on s'est intéressé à ce concept en psychologie,
Quelles sont les caractéristiques? Comment ça se construit la résilience? Et puis, comment la booster? Comment chacun d'entre vous, étant donné que vous avez une moyenne d'âge justement autour de 24 ans, 25 ans, comment ça se construit maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir travailler là-dessus? Comme ça, on ne va pas se décourager face à n'importe quel obstacle à l'avenir. Donc ça va être le programme qu'on va faire. Alors, la résilience, sa définition dans le dictionnaire, c'est un terme de physique qu'on a emprunté à la physique justement, qui va caractériser la résistance à un choc. Maintenant, quand il y a un choc qu'on va recevoir en physique, c'est le rapport de l'énergie cinétique absorbée nécessaire pour provoquer la rupture d'un métal à la surface de la section brisée. Et donc, comme on va parler de choc en termes de physique, on peut parler de choc ou d'obstacle en psychologie aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette discipline qui est la psychologie qu'on a emprunté à la physique, à tout ce qui est énergie. مثلا في علم النفس كنهضروا aussi l'énergie, par exemple, de la personne, la perte d'énergie. C'est des termes qui viennent souvent de la physique ou encore de l'économie aussi parfois. C'est-à-dire, quand on parle d'émotions, on va parler de l'économie affective ou de l'économie psychique. Ça veut dire que dès qu'il y a une charge émotionnelle, dès qu'on est en colère, il faut absolument qu'il y ait cette décharge et qu'on puisse se dégager de toute cette énergie qui est négative. Alors, en psychologie, c'est un concept qui a été beaucoup développé. Donc, en 1990, ça a commencé par Ruther, qui a parlé du rôle positif des différences individuelles dans la réponse d'une personne au stress et à l'adversité. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, on a beaucoup d'émotions. Il y a les émotions primaires, il y a les émotions secondaires. Et parmi les émotions primaires, on va avoir la tristesse, on va avoir la joie, on va avoir la surprise, on a la colère et on a également le dégoût. Et donc, dans ces émotions, il y a une fonction. Ça veut dire il vient pour vous donner, pour vous transmettre un message quelque part. Il ne faut pas le négliger ou la faire comme si de rien n'était. Chaque émotion, elle a sa fonction, elle est là pour une raison. Par exemple, la tristesse, elle vient vous dire attention, vous avez besoin de réconfort, il faut rechercher le réconfort. La joie, elle vient vous dire vous avez besoin de partager une information, de partager votre joie avec l'entourage. La peur, c'est un besoin de sécurité. Et heureusement qu'elle est là, on a dit que la peur, parce qu'elle vous dit attention, il faut se mettre en sécurité tout de suite. Maintenant, parce qu'il y a des catastrophes naturelles ou parce que vous avez peur le soir, vous allez appeler un taxi. En cas de catastrophe naturelle, tout le monde sort pour se mettre à l'abri, pour se mettre en sécurité. Si on n'avait pas le ressenti de la peur, on serait resté chez nous et quelque part, on ne se serait pas protégé. Et de la même manière, le stress peut être très positif. Donc, on parle beaucoup de stress comme quelque chose de négatif, mais c'est toujours un spectre. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs couleurs du stress. Ça peut être un stress qui est très positif dans la zone plutôt jaune. Ensuite, la zone orange où c'est un stress qui peut créer une sorte de handicap qui un examen tellement avec le stress que ça vous dérange. Et ensuite, on peut être dans la zone rouge le stress où c'est carrément handicapant, les personnes ne peuvent plus rien faire, ça retentit même sur les relations personnelles. Alors, à part ça, la tristesse, la peur, la joie, le dégoût, quelles émotions vous connaissez, Matalan? Qui peut me dire ce que vous connaissez comme émotion? Nadia? Ou quelqu'un d'autre? Oui? Effectivement, peur. La peur? Le plus connu pour moi. Ok. بالعربية شنو كتسمعي بزاف في المشاعر? De quoi on parle le plus? À part la peur.
La joie aussi. La joie. La tristesse aussi. Et le colère. Et ok. Voilà. Oui, merci. Quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez une idée sur les émotions qu'on peut avoir à part les émotions primaires? La déception, مثلا, on peut être déçu d'une personne. On peut se sentir agressif de la même manière. C'est la colère dans son intensité la plus grande, dès qu'on arrive à une certaine colère qui est énorme. Et donc, c'est en 90 qu'on s'est rendu compte de ce rôle positif des différences individuelles. Ça veut dire que les personnes, en fait, face à toutes ces émotions, ne vont pas réagir de la même manière. Si moi, je vais être en colère et me dire bon, voilà, j'ai mérité ce qu'on m'a dit parce qu'on m'a fait un commentaire négatif, c'est ce qui a provoqué la colère, il y a d'autres personnes qui vont réagir d'une certaine manière à poser des limites. La personne qui a provoqué cette colère, non, je ne te permets pas de me parler de cette manière. Il y en a d'autres qui vont douter d'eux-mêmes. Il y en a d'autres qui vont tout faire pour plaire à la personne qui les a critiqués. Ça, je vous donne une situation comme ça, vous comprenez qu'en fait, on n'est pas tous égaux face à la réponse qu'on a au stress, à l'adversité, à nos émotions. Ensuite, il y a Fonagy en 93 qui a parlé du développement normal dans des conditions difficiles. C'est-à-dire que la résilience, c'est comment faire en sorte de garder un équilibre quand même quand on vit des conditions difficiles. Parce qu'on a l'impression que dès qu'on va vivre des traumatismes, dès qu'on va être dans des événements qui sont plutôt tristes ou malheureux, la personne, elle est obligatoirement vulnérable et fragile et elle va forcément avoir des résultats négatifs, sauf que ce n'est pas toujours vrai. Il y a des gens, et on le voit ça tous les jours, qui arrivent à dépasser ce vécu et on parle beaucoup de résilience. Je vais vous donner un exemple précis. Par exemple, chez Jamal Debbouze, on parle beaucoup de son cas quand on parle de résilience parce que justement, il a perdu l'usage de son bras très très jeune dans un accident, je crois que c'était le RER ou le train. Et il a réussi à en faire quelque chose, c'est sa marque, c'est comme ça que les gens l'ont connu, c'est comme ça qu'il a été drôle, c'est comme ça. Il ne s'est pas dit, bon, ma vie, c'est terminé, je vais plus pouvoir faire quoi que ce soit. Au contraire, il s'est créé une identité sans forcément que ça tourne autour de ça, mais il a pu faire énormément de choses par la suite. Et c'est là qu'on parle de résilience, justement. Certaines personnes vont vivre des conditions très, très difficiles, mais quand même, ils vont réussir à dépasser ça. Et on va voir que pour d'autres, même s'ils vivent exactement la même chose, il y en a qui ne vont pas spécialement réussir à vivre la même chose. Et donc, ça, c'est des différences individuelles d'un individu à l'autre qui va faire en sorte qu'on n'aura pas la même adaptation à ces événements. Ensuite, c'est Cohen, en 1996, qui a parlé de la résilience comme une adaptation exceptionnelle malgré l'exposition à des stresseurs significatifs. Donc, pour lui, on est exposé à des stresseurs, des facteurs de stress, dès qu'on vit un échec très important, dès qu'on va vivre un échec, il y en a plein qui le vivent, des jeunes qui ne réussissent pas le bac et qui ne sont pas découragés. Au contraire, ils vont faire des formations, ils vont faire certaines choses, et ils vont peut-être réussir beaucoup plus que les gens qui ont le bac. D'ailleurs, la plupart de certains millionnaires qui existent, quand vous regardez leur vécu personnel, ce n'est pas des gens qui ont réussi grâce à des capacités extraordinaires, mais grâce au fait de ne pas se décourager aussi. Il y en a qui ont fait des études, il y en a qui ont fait des études plutôt simples, il y en a qui ont réussi à aller très très loin justement par rapport à leurs compétences académiques, mais surtout, le point commun entre eux, c'est qu'ils ne se sont pas découragés face à l'échec. Pour Allen, en 98, donc, la résilience, c'est l'habileté de résister aux effets négatifs de vulnérabilité interne et environnementale. Ça veut dire que, comme on a parlé du terme résilience en physique, le fait qu'une matière résiste au choc, pour les humains aussi, c'est la capacité de résister à des chocs externes.
Et enfin, Masten, en 98, il a parlé de la résilience comme une compétence manifeste dans le contexte d'obstacles majeurs à l'adaptation et ou au développement. Donc, pour lui, c'est une compétence qu'on va pouvoir travailler. D'ailleurs, je vous dirai à la fin comment on fait, quelles sont les choses qui influencent cette capacité à être résilient ou pas, qui sont les personnes résilientes le plus. Donc, au niveau de la résilience, on parle de 4 niveaux. Il y a une résilience individuelle, c'est sur laquelle vous pouvez agir. Il y a une résilience familiale, il y a des familles qui vivent des événements malheureux ou des chocs, par exemple, mais qui sont tellement dans une sorte de soutien, qui sont soudés, qui arrivent à écouter les uns des autres, qu'ils arrivent à dépasser ces événements. Le soutien, la résilience communautaire, la communauté, c'est maintenant des personnes qui vous ressemblent. On parle de famille et ensuite plusieurs familles ensemble, ça crée une communauté ou des personnes avec lesquelles vous partagez les mêmes valeurs. Et puis, une résilience sociétaire lorsque ça concerne toute la société. Maintenant, le Maghreb, quand on a eu le tremblement de terre, il y a eu une solidarité extraordinaire entre tout le monde et ça a fait en sorte qu'il y ait cette résilience très, très rapide chez tous les Marocains, alors qu'on était en train de vivre un choc quand même sur quelque chose qu'on n'attendait pas du tout. On ne savait pas que ça allait venir. Et donc, finalement, avec le soutien, il fait en sorte qu'on arrive à dépasser les choses beaucoup plus rapidement. Par contre, les personnes isolées ou qui vivent seules les événements ont moins de chances de développer cette résilience et il faut y travailler dessus. Donc, qu'est-ce qui influence la résilience individuelle? La résilience sociétaire, on ne va pas parler de la communautaire ni familiale, on va parler de la résilience individuelle parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est les choses sur lesquelles vous pouvez agir. مثلا, comment faire en sorte d'avoir une meilleure résilience, une meilleure résistance au choc, même s'il y a des choses qui sont peut-être négatives, même si on échoue, même si on n'arrive pas à décrocher le boulot qu'on voulait depuis longtemps, même si on fait un entretien et ça ne se passe pas très bien, comment apprendre de ces erreurs justement? Donc, ce qui va l'influencer en premier, c'est d'abord l'intelligence, mais pas l'intelligence scolaire, c'est l'intelligence émotionnelle. Comment est-ce qu'on arrive à identifier les émotions, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce qu'on arrive à les exprimer, à se dire, bon, je suis triste maintenant, j'ai besoin qu'on me réconforte, j'ai besoin de voir mes amis en premier, qu'ils me rappellent ma valeur. Parce que parfois, quand on va avoir cette tristesse, elle vient accompagnée de certaines pensées de dévalorisation, de négativité, de pessimisme. Et donc, ils arrivent à une situation avec déjà beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse. Et quand ça arrive, ben, ils vont pas forcément réussir l'entretien. Si c'est un entretien, ils vont pas forcément réussir l'examen. Parce que ils vont échouer. Ensuite, les talents. Il y a des gens qui ont cette résilience parce qu'ils sont talentueux, parce qu'ils sont sûrs de leur talent, de leurs compétences. Il y a le tempérament facile. Il y a des gens qui arrivent à dépasser très rapidement parce qu'ils ont ce tempérament qui les met face à ça. La flexibilité, c'est une capacité cognitive aussi très connue en psychologie. Le fait de pouvoir s'adapter à chaque fois à des changements. Maintenant, je peux être dans un travail qui nécessite beaucoup de flexibilité parce qu'à un moment, on va se déplacer d'un site à l'autre et à chaque fois, il faut avoir de nouveaux rituels. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont très rigides. Ça veut dire que s'il y a le bureau, c'est le bureau et je ne veux pas bouger d'ici. Le sens de l'humour, comment transformer les événements qu'on va avoir avec beaucoup d'humour, sachant que c'est un mécanisme en psychologie qui est très, très sain, l'humour. L'estime de soi, c'est-à-dire comment on se perçoit, comment est-ce qu'on a eu des choses valorisantes depuis l'enfance, ensuite l'adolescence, ensuite à l'âge adulte, la maturité, comprendre que parfois on peut avoir un refus, on peut avoir certaines choses qui ne vont pas spécialement nous plaire, mais c'est pas parce qu'il y a un problème chez soi individuel. La formation scolaire, est-ce qu'on est sûr de ses compétences scolaires, de l'éducation qu'on a eue? L'introspection, est-ce qu'on est capable de se dire, bon, j'ai échoué, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je peux encore travailler? Donc, l'introspection, c'est comme si on se regardait de l'intérieur, c'est-à-dire, voilà les choses qui fonctionnent, voilà les choses qui ne fonctionnent pas. Le genre et l'âge.
On n'a pas la même capacité de résilience si on a 14 ans et 29 ans, مثلاً, parce que ça va se développer petit à petit avec le temps. Et d'ailleurs, c'est le but de cette présentation aujourd'hui, c'est de se dire comment je peux développer ma résistance au choc. Ça ne veut pas dire que même en santé mentale, en fait, être en bonne santé mentale, ça ne veut pas dire ne pas vivre des choses tristes ou des choses malheureuses. Ça veut juste dire créer un équilibre. Il y a d'un côté des choses qu'on va vivre qui ne sont pas agréables et d'un autre côté, quels sont les mécanismes que je vais mettre en place pour pouvoir le dépasser. Ça s'appelle des stratégies de coping. Ensuite, la capacité de se projeter dans l'avenir. Bon sens de l'identité, parfois l'orientation spirituelle, ça peut beaucoup aider. Il y a des gens qui arrivent à dépasser les événements malheureux de leur vie en étant très spirituels, en donnant un sens à l'existence. Et la spiritualité, la religion, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même sens. C'est vraiment le sens qu'on va donner à l'existence. Et enfin, le locus de contrôle interne. Le locus de contrôle, encore une fois, c'est un concept en psychologie. C'est la tendance des individus à expliquer les événements qui vont leur arriver. Et justement, ce qui pousse à cette introspection, c'est le locus de contrôle interne. Il y a des gens qui vont vivre certains événements et ils vont les expliquer par des facteurs externes. C'est jamais de leur faute. Pas j'ai raté le train. Ça veut dire que c'est toujours la faute de quelque chose de l'extérieur. C'est les autres qui ne m'ont pas accepté, ou l'examen était trop difficile, j'ai pas assez révisé. Et il y a d'autres gens qui vont avoir un locus de contrôle interne, ça veut dire c'est moi qui n'ai pas fait, c'est moi qui n'ai pas réussi ça, c'est moi. Et les personnes qui ont le locus de contrôle interne ont plus de choses à travailler. Du coup, ils vont essayer d'aller de l'avant, ils vont essayer de faire des efforts. Ils vont toujours se dire que j'ai une marge d'action à faire. Alors que quand ça vient des facteurs externes, finalement, la personne ne passe pas à l'action. C'est pas de sa faute, du coup. C'est pas sa responsabilité. Alors, l'autonomie, la capacité à agir en toute autonomie, la capacité de se distancer face à un événement perturbé. Si je sais que c'est un environnement qui est parfois toxique, si je sais que c'est un environnement qui va me créer des émotions qui ne sont pas très agréables, est-ce que je suis capable de me détacher ou est-ce que je vais rester dedans en me disant là, je dois rester ici et je dois être capable de faire face à ça. C'est vraiment le fait d'identifier l'émotion à ses tout débuts pour pouvoir prendre des distances. Ensuite, la compétence sociale, la capacité à interagir avec les autres, à être sympathique, à créer un lien, par exemple, à pouvoir parler de soi, à être confiant dans la prise de parole en public ou dans un groupe. L'empathie, l'altruisme, le fait d'aimer les autres, la sociabilité aussi, parce que tout ça influence la résilience indirectement en fait. Tellement on va pouvoir aller vers les autres que les autres vont vous le rendre d'une manière qui est très positive et ça vous permet de vous revaloriser, de gagner en estime de soi et de dépasser les événements malheureux qui vont pouvoir arriver. Ensuite, la popularité, la perception d'une relation positive avec un adulte. Plus on est populaire, plus ça va nous aider aussi à pouvoir dépasser certaines choses. C'est pas toujours, ce sont des facteurs, c'est pas une relation de cause à effet. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est très populaire et qu'on a un groupe qu'on a forcément une capacité de résilience qui est élevée. Donc, il faut avoir tous les facteurs ou au moins un minimum pour pouvoir se dire, bon, moi, quoi qu'il m'arrive, je vais réussir à le dépasser. Et donc, Stein, en 2000, a parlé de la résilience comme un processus qui va être dynamique et par lequel un individu va agir avec l'environnement pour produire une évolution donnée. Donc, finalement, il a une certaine... Supposons, on va voir le parcours d'une personne depuis son enfance. On a cette personne qui va être bien, qui va être valorisée, qui va avoir une certaine éducation. Et à l'adolescence, elle va vivre un échec à l'école, ou le fait de redoubler, par exemple. Et la capacité de cet enfant qui va redoubler à pouvoir dépasser, à construire de nouveaux liens dans sa nouvelle classe, fait en sorte qu'il commence à comprendre que finalement, l'échec, après l'échec, il y a aussi de belles choses qui peuvent arriver.
Et donc, cette personne apprend aussi à rater, apprend que l'échec, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Et plus tard, même si ce sont des personnes qui ont redoublé dans l'enfance ou là qui ont eu des difficultés scolaires, elles peuvent rebondir sur n'importe quelle difficulté par la suite. Alors que le contraire, par exemple, quelqu'un qui a toujours été brillant à l'école depuis tout petit, ça ne veut pas forcément dire que ça va rester quelqu'un de brillant à l'âge adulte parce que ce sont des personnes qui n'ont pas appris à rater justement des choses. Et à l'âge adulte, au premier échec, ils vont se dévaloriser, perdre confiance en eux, etc. Et il faut énormément de soutien à ce moment-là parce que c'est un apprentissage qui ne s'est pas fait très tôt. C'est pas toujours des règles qui sont figées. Il y a des gens qui arrivent à le dépasser parce qu'ils ont d'autres facteurs qui vont influencer leur résilience, parce qu'ils ont un bon soutien communautaire, un bon soutien familial. Mais pour vous dire en fait que rien n'est jamais trop tard et on peut travailler sur soi. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Alors, je vais arrêter le partage, comme ça je peux voir comment vous réagissez. Ah, je viens de voir. C'était pour tout à l'heure, les émotions. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour les personnes qui viennent de nous rejoindre? Est-ce que c'est plutôt clair le concept de résilience pour l'instant? On va prendre une personne au hasard pour voir. Naïma Idrim, comme elle vient de nous rejoindre. Je ne sais pas si vous êtes là. Oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Bonjour Naïma. Tout à J'espère l'heure, on que a fait vous les allez bien. présentations. Très, très bien. Et vous? Comment? Tout à l'heure, on a fait des petites présentations au tout début, mais comme vous n'étiez pas là, c'est pour ça que je vous parle tout de suite. Est-ce que c'est plutôt clair? Est-ce que vous avez compris c'est quoi la résilience? Presque c'est clair. Pardon parce que je suis en retard. Pas de problème. J'ai vu que vous parlez de la résilience, c'est ça? Oui. Plutôt les obstacles. Mhm. Comment éviter cet obstacle pour avoir des talents et bien parce que toujours on a besoin de compétences. Donc comment faire pour avoir ces compétences et faire le plus pour avoir des compétences? Donc, ça, c'est votre question? Mon question, vraiment, j'ai pas j'ai pas une question parce que c'est juste 10 minutes que je suis là. D'accord. Merci. Merci à vous. Alors, qui veut expliquer très rapidement ce que vous avez compris en une seule phrase à Naïma qui vient de nous rejoindre depuis 10 minutes? Qui se propose? Très, très rapidement, qu'est-ce que vous avez compris en 2 phrases? C'est quoi la résilience et pourquoi c'est important? Ou en donnant un exemple, maintenant, une personne que vous connaissez qui a pu rebondir sur certaines difficultés, ou malgré ça, elle a pu réussir de grandes choses. Au hasard? Alors, S'il vous plaît. oui, Bonjour, bonjour, c'est Hajar. enchantée. Moi aussi, je suis entrée un peu en retard. Désolée. Alors, en fait, pour l'échec, vous parlez de résilience, vous avez parlé de l'échec, vous avez parlé de l'expérience de la vie en général. Et je voudrais juste partager mon expérience. C'est possible? En fait, moi, j'ai fait des études en classe préparatoire en France et au Maroc. Vous voyez? Et c'était pas dans mes capacités et j'avais toujours, des mauvaises notes et finalement, quand j'ai f en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que, à l'École nationale des sciences appliquées de Marrakech, moi je suis basée sur Marrakech.
Et j'ai fait 3 ans et j'ai redoublé 2 fois. Du coup, dans la loi, si tu redoubles 2 fois dans le cycle préparatoire, tu es automatiquement exclu. Vous OK. voyez? Parce que, en fait, j'ai fait la première, j'ai commencé, j'ai fait en fait les classes préparatoires en France. J'ai pas réussi. Je suis rentrée au Maroc et j'ai fait en l'ENSA, j'ai refait à 0 les classes préparatoires intégrées à l'ENSA. J'ai fait la première année. Et la première année, j'ai pas réussi, j'ai refait, j'ai réussi la première année, je suis passée en deuxième année. Alors la deuxième année, c'est pardon, je vais parler un peu beaucoup, je vais prendre beaucoup de temps, désolée. Non, allez-y, allez-y, au contraire, on est là pour ça, pour partager des expériences aussi. Oui, en fait, et la deuxième année, c'était la physique, beaucoup de types de physique. La physique quantique, si vous connaissez les quarks, etc., la physique quantique, la mécanique, l'informatique, la programmation, l'anglais, le français, les mathématiques, l'algèbre, l'analyse, beaucoup de types de mathématiques, les sciences de l'ingénieur. Alors, c'était très difficile pour moi. Il y avait des matières que j'ai réussi et d'autres non. Et finalement, j'ai pas réussi. J'ai eu 8 dans la moyenne générale. Du coup, j'étais exclue. J'étais exclue. Et du coup, quand j'étais exclue, je me suis rendu compte que c'était pas dans mes capacités, c'était la volonté de mon père. C'était lui il m'a orientée vers cette voie de l'ingénierie, les classes préparatoires. Mais moi, c'était pour moi naturel. Je croyais que c'était ma vocation, alors que non. J'essayais et je faisais des efforts. Alors finalement j'étais exclue. Alors c'était la meilleure chose qui m'est arrivée, d'être exclue. Vous voyez? Je me suis rendu compte. Alors après, j'ai fait 2 années sabbatiques, où j'ai fait l'anglais et l'espagnol, un peu d'anglais et d'espagnol. Et après, comment c'était arrivé par hasard, je suis entrée à l'OFPPT en commerce. L'OFPPT, bac plus 2, et j'ai complété, j'ai fait la licence professionnelle et maintenant j'ai fait un master à la fac d'économie de Marrakech et maintenant j'ai mon master en entrepreneuriat. Juste pour dire que, comment on dit au Maroc, Allah et les choses, je vais parler chaque chose arrive pour une raison. Vous voyez? S'il y a quelque chose arrive et pas une autre arrive, c'est pas toujours fatal. C'est pas toujours fatal. Alors pour parler de l'échec, oui, il y a l'échec parce que personnellement, l'échec m'a appris beaucoup de choses. M'a appris de travailler, d'être persévérant, de réunir toutes les bonnes conditions pour travailler. Je parle du n'importe quoi. Tu te réveilles le matin, parce que dans les healthy, là, tu bois du jus de citron, tu fais ta prière, et puis après, tu manges ton petit déjeuner, tu commences à travailler à la maison ou bien dehors. Vous voyez, et c'est ça ce qui. Vous parlez de résilience, vous parlez d'autonomie, vous parlez de. Oui. Autonomie, vous parlez d'intelligence, vous parlez de flexibilité, vous parlez de tempérament facile, de formation scolaire, de maturité, tout ça, c'est dans un chemin vers réussir quelque chose et accomplir quelque chose. Et merci. Exactement. Merci beaucoup, Hajar, et merci d'avoir partagé votre expérience. Et elle reflète vraiment tout ce dont on parle finalement, parce que c'est votre capacité de résilience qui a fait que vous avez donné une nouvelle perception à cet échec. Finalement, c'est devenu quelque chose de positif, alors que au tout début, ça peut être une expérience très douloureuse de ne pas réussir. Et finalement, quand vous voyez... Il est toujours une lueur d'espoir. Vous voyez, l'espoir. Exactement. Voilà. Ouais, c'est ça. Maintenant, l'idée, c'est que c'est parce que c'est vous et parce que vous avez cette résilience aussi. Parce que vous avez réussi à lui donner un sens différent. Et c'est vraiment ça la capacité dont on parle. Comment être flexible dans ce sens. Ok, je viens de vivre un échec. Comment le dépasser? Est-ce que je peux le voir autrement? Comment je peux avancer dans ce sens? Est-ce que je vais rester paralysée à ne rien faire ou est-ce que je peux apprendre de nouvelles choses et finalement changer de chemin? Parce que la vie va toujours vous amener des choses qui sortent de nulle part. Exactement.
Et justement, cette capacité que vous avez, elle va vous aider dans beaucoup d'autres choses, à part tout ce qui est scolaire, à part tout ce qui est professionnel. Même des échecs personnels, par exemple, on peut vivre des échecs dans des relations amoureuses, des relations amicales, des relations professionnelles. Et à ce moment-là, c'est notre capacité à résister au choc qui va faire en sorte qu'on va avancer. Et donc, s'il y a une seule phrase à retenir par rapport à la résilience, c'est la capacité de dépasser les obstacles en leur donnant une nouvelle perception. Et c'est exactement ce que Hajar nous disait tout de suite. Quelqu'un d'autre qui a envie d'intervenir? Très bien. Donc, je repartage, comme ça, on avance. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui, je voudrais vous parler, comme on n'a que1 heure au total, je vais vous parler de concrètement comment on fait pour booster la résilience. Cette capacité à dépasser les obstacles, à leur donner un nouveau sens. On peut la travailler, ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est un apprentissage, c'est une capacité qu'on va développer avec le temps. Donc, il y a 9 clés que j'ai mis sur cette présentation, que je pourrais vous envoyer par la suite à travers le FE. Mais justement, je voudrais que vous puissiez réfléchir à vous, comment vous pouvez adapter ces 9 clés dans votre vie de tous les jours, comment faire en sorte de travailler ça, peut-être pas tous les jours, mais de manière beaucoup plus fréquente dans vos interactions, dans la manière avec laquelle vous réagissez avec vous-même. Est-ce que vous faites ce travail sur vous? Donc, premièrement, prendre du recul. À un moment, quand on vit des choses difficiles, il faut s'arrêter, réfléchir un peu, se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire par la suite. Deuxièmement, donner du sens à un échec. Si quelque chose est suspendu, c'est ce qui vous fait mal finalement, quelque chose à laquelle on n'a pas forcément réfléchi, on ne s'est pas dit bon, je m'arrête là tout de suite. Qu'est-ce que je ressens, même si c'est douloureux, même si c'est de la tristesse, qu'est-ce que je ressens? Comment je peux dépasser ça? Comment je peux en faire une leçon pour la suite? Être optimiste, tout à l'heure Hajar nous disait une lueur d'espoir, et c'est vraiment ça, le fait d'être optimiste, de pouvoir anticiper les choses de manière positive. Adopter la pleine conscience, on le verra par la suite, la pleine conscience, c'est être dans ici et maintenant. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément penser au passé, je ne vais pas forcément anticiper l'avenir, mais je vais être tout de suite ancrée dans le présent. Comment je peux faire pour améliorer mes émotions tout de suite? Quelle stratégie de coping je peux mettre en place? Mettre en place un système de soutien, c'est-à-dire des amis, c'est très, très, très important. Si on veut apprendre à s'aimer soi-même, à dépasser certains obstacles, à dépasser certains échecs, il faut absolument s'ancrer dans la relation avec les autres. C'est pour ça qu'on fait des thérapies, مثلا العلاج النفسي. C'est pas parce qu'on ne peut pas travailler sur soi tout seul, mais c'est parce qu'on a besoin d'une personne en face avec laquelle on va échanger, qui va peut-être nous donner une perspective qu'on n'avait pas spécialement, à laquelle on n'a pas encore réfléchi. Donc, la 6e clé, réfléchir à des exemples de réussite. Même si je vis un échec, ça ne veut pas dire que toute ma vie, j'ai échoué. Il y a eu des moments de réussite. Et à un moment, on commence à en douter de ces moments de réussite parce qu'il y a eu l'échec. On a parfois une tendance à minimiser les réussites. Si j'ai un 19, je vais me dire « Ah, c'est bon, c'était facile, tout le monde l'a obtenu. » Et si j'ai une note en dessous de la moyenne, c'est ma faute. Vous voyez comment on a tendance à expliquer les choses dans lesquelles on ne réussit pas par soi, et dans les choses qu'on réussit, c'est toujours l'autre qui en est responsable. Alors que non, il faut se valoriser, même dans des moments de réussite. 7e clé, renforcer l'auto-efficacité et l'autocompassion. Il faut pouvoir vous parler à vous-même comme vous allez parler à des amis, avec beaucoup de compassion, être très indulgent avec soi-même. Ensuite, développer l'intelligence émotionnelle, tout ce dont on a parlé tout à l'heure sur les émotions, pouvoir les identifier, les verbaliser, comprendre le besoin qui se cache derrière chaque émotion et répondre à ce besoin finalement. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Et enfin, renforcer l'estime de soi, c'est-à-dire travailler sur la perception de soi-même. C'est une sorte de valeur avec laquelle on va se juger soi-même.
Donc, premièrement, la première clé dont on parle, c'est le fait de prendre du recul. Comment prendre du recul, même si ce n'est pas spontané, parfois, souvent, très souvent, c'est très spontané chez les personnes qui s'arrêtent, qui se disent, bon, je viens de vivre quelque chose de difficile, maintenant je vais réfléchir, je vais prendre le temps. Donc, si ce n'est pas spontané et que ça demande de mieux s'organiser, ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire votre problème sur une feuille afin de le rendre concret et de libérer ses pensées. Parce que l'afkar, c'est pas toujours structuré. Donc, pouvoir écrire, comme il y a un proverbe qui dit, vous réfléchissez trop, vous pensez trop, écrivez. Vous ne pensez pas assez, lisez. Quand on pense trop, il vaut mieux écrire pour se détacher de toutes ces pensées qui sont parfois déstructurées. Mais quand on a l'impression qu'il n'y a pas trop de réflexion, il vaut mieux lire des bouquins, lire des choses qu'on apprécie. Comme ça vous donne de la matière. Répartir les points clés du problème en 2 colonnes. La première pour inscrire les choses concrètes et la seconde les suppositions. Parce que parfois, il y a des choses concrètes. J'ai échoué, maintenant, au bac. C'est une chose concrète. Quand je fais une supposition d'elle, moi, je suis nulle, ça, c'est rien, il n'y a rien qui le prouve. Ce n'est pas une chose concrète. Et réfléchir aux sujets sur lesquels il est possible d'agir et sur lesquels il n'est pas possible d'agir. C'est-à-dire, on ne peut pas revenir en arrière, mais il y a des choses qu'on peut faire pour avancer et pouvoir rebondir après cet échec. Alors, ensuite, la deuxième clé, donner du sens à un échec. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une personne résiliente va pouvoir prendre de la distance, ne pas forcément en faire une identité. Mais si il faut pouvoir se dire, bon, c'est arrivé, c'est une situation problématique. Oui, ça provoque énormément de ressentis et d'émotions douloureuses. Je dois répondre à ce besoin de réconfort, ne pas le vivre toute seule, dans mon coin ou avoir honte de le dire. Au contraire, je laisse de l'espace aux autres pour pouvoir me soutenir dans ce sens. Ensuite, être optimiste, cette lueur d'espoir dont on parle, a un rôle très, très important sur l'état d'esprit finalement et la croissance de la résilience. Et une personne qui pense que ses compétences peuvent être développées grâce à un travail constant, un soutien familial et un soutien social est une personne optimiste, justement. Ensuite, la pleine conscience. Comment adopter la pleine conscience? Donc, j'ai mis ce qu'on appelle l'évaluation de la résilience sur 5 facteurs parce que c'est très important et ça va affecter cette pleine conscience. Le fait de pouvoir se dire tout le temps quel est mon niveau de compétence personnelle, de pouvoir s'évaluer de temps en temps. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je peux travailler? La confiance en son instinct, c'est très important d'être... quand on ressent des choses, il vaut mieux faire en sorte de les satisfaire. L'acceptation du changement et le sentiment de contrôle. Et donc, dans cette pleine conscience, on va pouvoir se dire qu'est-ce que je ressens tout de suite? Est-ce que je contrôle la situation? Est-ce que je peux faire en sorte de changer les choses par la suite? L'acceptation de tout changement, par exemple, le fait d'être conscient ici et maintenant, ça va vous permettre de vous dire, bon, c'est bon, voilà ce qui s'est passé, vous n'allez pas être dans le déni, en quelque sorte. Alors, mettre en place un système de soutien, comme je vous ai dit, le soutien des proches, le soutien des amis, c'est une clé pour renforcer la capacité d'endurance, donc la résilience face à n'importe quelle épreuve. Et donc, quand on a un sport collectif, maintenant, le football, ce sont des personnes qui vont être très contentes ensemble. Quand il y a au foot un échec, ben, ils sont tristes ensemble, mais au moins, il y a un soutien, même si ça ne plaît pas spécialement au public, même si ça ne plaît pas spécialement aux personnes qui vont regarder ce match. Mais on a quand même un soutien communautaire qui est très, très important. Et grâce à ce soutien, la personne qui rencontre des problèmes va être accompagnée dans sa prise de recul. Maintenant, vous voyez dans beaucoup de matchs de foot, quand quelqu'un rate un penalty, tout le monde vient le soutenir. Les membres de sa propre équipe, ils ne sont pas en train de lui dire il fallait... Et sans toi, on aurait pu aller de l'avant. Au contraire, ils sont là parce qu'ils savent à quel point ça peut être très douloureux. Et donc, ce système de soutien, il faut pouvoir choisir des personnes qui sont capables de répondre à ce besoin que vous avez de réconfort. Il faut bien les choisir, il faut pouvoir exprimer les besoins que vous avez vis-à-vis de cette personne, plutôt que d'être dévalorisé tout le temps.
Alors ensuite, réfléchir à des exemples de réussite, pouvoir se remémorer les réussites, pouvoir les écrire. Maintenant, moi, je vous conseille de prendre un papier et un stylo après cette présentation, si vous n'avez rien, bien sûr, et d'écrire toutes les réussites que vous avez connues dans votre vie. Toutes les réussites, même les plus petites. J'ai eu un diplôme, et là, dans les présentations, vous avez tous et toutes fait des choses très, très intéressantes. Et donc, dans le cadre professionnel, pouvoir écrire les réussites et dans le cadre personnel aussi, avoir réussi de faire certaines choses, de pouvoir faire le voyage que vous vouliez, de pouvoir discuter avec une amie d'un sujet ou un ami d'un sujet qui était plutôt difficile à aborder, مثلا. Le fait de pouvoir être juste vous-même dans vos relations, le fait d'avoir évolué dans un sens, d'être autonome, de pouvoir compter sur vous maintenant, de pouvoir grandir. Ça, c'est des réussites qu'on banalise petit à petit, sauf qu'il faut les reconnaître, il faut les savourer pour pouvoir aller de l'avant. Parce que en psychologie, le cerveau primitif qui est très émotionnel est très égocentrique. Ça veut dire que la réussite ديالك, à un moment, vous n'allez plus avoir envie de faire quoi que ce soit. Donc, si on veut grimper les échelons, c'est toujours par escalier. Je fais des efforts et ensuite je me repose, je prends le temps de savourer cette réussite. Et ensuite, un autre escalier, je monte et je prends le temps, je savoure ma réussite, je me mets en avant, j'essaye d'en parler à l'entourage et ça va vous donner beaucoup plus confiance en vous pour réussir d'autres choses par la suite. Renforcer l'auto-efficacité et la compassion. L'auto-efficacité, c'est-à-dire à quel moment je peux être efficace, à quel moment je dois plutôt être indulgente avec moi-même, beaucoup de bienveillance, parce que très souvent, et posez-vous cette question, est-ce que je me comporte avec moi-même dans certaines situations comme je me serais comportée avec un ami ou une amie dans la même situation? Parfois, on est très, très dur avec soi. À tel point que si c'était quelqu'un d'autre, on aurait dit là, tu dois faire, quand même faire attention à toi, à ta santé mentale. Alors que quand ça nous concerne, cette bienveillance a tendance à disparaître parfois. On peut être très dur, on peut avoir des jugements très négatifs. Donc, s'il y a ça, il faudrait peut-être commencer par là-dessus pour pouvoir développer une résilience qui va vous aider face aux obstacles, justement. Mais si à chaque échec ou même chaque réussite, on se dit non, c'est pas assez, il faut encore que je travaille, on va même pas savourer, bah, finalement, on perd la motivation. Alors, le sens de l'humanité, éviter l'isolement, toujours être entouré. Je sais que c'est pas facile maintenant avec les réseaux sociaux, le fait d'être connecté tout le temps. On n'a pas forcément ce soutien communautaire. On va parler avec des humains constamment, être très, très entouré. Mais c'est super important et j'ai l'impression que chez les jeunes maintenant, il y a un retour de plus en plus à ces besoins affectifs, le fait d'être dans un groupe, de se sentir appartenir. Donc, finalement, le téléphone, c'est important, ça vous permet de garder contact, mais essayez au maximum de voir les personnes que vous aimez. Et la pleine conscience, être conscient de ces expériences douloureuses aussi. Donc, pour l'intelligence émotionnelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la conscience de soi. Comment la développer? Conscience de soi, exprimer des émotions, gérer les émotions et contrôler les émotions, mais pas dans le sens où il faut les étouffer. C'est plutôt l'intensité de l'émotion en soi, pouvoir se dire, bon, je ressens maintenant la colère ou la tristesse ou le dégoût. Qu'est-ce que ce message, qu'est-ce que cette émotion veut me transmettre comme message et qu'est-ce que je peux en faire finalement pour satisfaire ce besoin? C'est vraiment ça l'intelligence émotionnelle. Si on étouffe, comme disait Freud, une émotion, elle revient comme un zombie par la suite. Il faut absolument répondre à son besoin, sinon elle reste suspendue. Il y a toujours quelque chose qui a envie de s'exprimer. Donc, l'intelligence émotionnelle peut aussi se développer grâce à ces quelques conseils, apprendre à analyser aussi ses comportements, comment on réagit dans certaines situations, être à l'écoute des autres, pouvoir penser par soi-même, apprendre à ne pas juger et vivre dans ici et maintenant. La pleine conscience, vous allez avoir beaucoup de vidéos YouTube là-dessus. Vous pouvez lire des bouquins sur la pleine conscience, c'est-à-dire comment la développer, ne serait-ce que de se poser dans un jardin et se dire, bon, maintenant,
quelle couleur je suis en train de voir, quel son je suis en train d'écouter. Ça va permettre à votre cerveau d'être ancré dans le moment présent tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont mes sens? Et vous serez beaucoup plus connecté avec vos émotions. Et enfin, l'estime de soi. Il faut toujours se féliciter des petites victoires, tout ce qu'on a fait dans notre vie, penser positivement, toujours rester positif, éviter l'autocritique, même si on fait des erreurs, c'est OK, c'est pas grave, c'était une erreur. Comment je peux faire en sorte de ne pas la reproduire par la suite? Et penser aux réussites plutôt qu'aux échecs. Parce que l'échec, ça fera forcément partie de la vie. Donc, à un moment, il faudrait qu'on puisse se familiariser avec ça et se dire, au contraire, ça me permet de rater des choses et ça me permet d'être familiarisé avec ça. Peu importe l'expérience négative, même si elle est douloureuse. Et je sais que dans les premières années d'adulte, c'est-à-dire quand on recherche du travail, on peut faire face à ce genre de choses beaucoup plus fréquemment. Mais plus tard, vous allez vous rendre compte qu'en fait, comme disait Hajar tout à l'heure, il y a des choses qu'on va vivre sur le moment comme des expériences terribles, mais dès qu'on les dépasse, on se rend compte à quel point, en fait, c'était quelque chose de positif. Voilà, donc on va s'arrêter là. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas parce que honnêtement, c'est un sujet qui est très familier. On en parle parfois, mais pas en mettant le mot dessus. On est souvent très, très résilient, mais on ne le sait pas. Là, c'était juste une présentation rapide pour vous pour vous familiariser avec le concept de la résilience. Comme j'ai dit au tout début, ça s'appelle Morona Nafsiya Blarbiya, si vous voulez faire des recherches là-dessus. Et puis, vous donner certaines clés. Comment rester optimiste, l'importance d'exprimer des émotions, l'intelligence émotionnelle, à quel point ça vient avec un effet qui est très, très positif, le fait de se soutenir. Et ici, vous êtes nombreux quand même, vous pouvez créer une sorte de communauté aussi, de pouvoir discuter entre vous, et ça ne peut vous faire que du bien. C'est-à-dire que chacun va pouvoir aider l'autre dans des moments qui sont plutôt difficiles. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? C'est le moment, comme il nous reste 2 minutes. Ou vous pouvez les écrire si vous voulez. Très bien, donc pas de questions. Moi, j'ai été très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on pourra se voir pour d'autres sujets, peut-être ou la suite justement de la résilience. Et je vous conseille de travailler dessus. Honnêtement, c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup vous aider dans votre vie professionnelle et personnelle. J'ai été très, très ravie de discuter avec vous et de vous entendre au sujet de vos expériences aussi. Et je pense que je vais pas forcément m'inquiéter pour vous avec ce que j'ai entendu, mais je vous conseille d'aller plus loin sur ce concept de la résilience. Et je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci à vous toutes et tous.